Thank you very much. Juge président, merci beaucoup, Maître Jacob. Vous pouvez poursuivre pendant 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Avant de procéder, j'avais une question. Je voulais savoir si les problèmes techniques et d'interprétation d'avant la pause ont été réglés. Just continue. Le président, poursuivez. Si nous avons un autre problème, nous vous le ferons savoir. Quand est-ce que le problème technique est survenu exactement? Je voulais savoir si tout ce que j'avais dit dans la première partie de ma plaidoirie a bien ou sera bien noté, sera bien consigné au dossier. What you've said. Le juge président, nous avons pris bonne note de ce que vous avez dit jusqu'à présent. Nous vous accordons donc 5 minutes supplémentaires pour que vous terminiez. Donc, nous avons ajouté 5 minutes qui vous avaient été enlevées. Donc, utilisez ces 5 minutes maintenant pour terminer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, un mot, et ce sera mon dernier point, sur les motifs écrits. Les juges de la majorité ont parfaitement respecté l'obligation que l'esprit du statut leur imposait, celle d'avoir à rendre une décision motivée, puisque les 950 pages des motifs du juge Anderson, endossés par le juge Tarfusser, donnent à comprendre aux parties, aux participants et au public pourquoi et comment les juges ont considéré sur la base d'un standard de preuve clairement exposé le cas du procureur si faible qu'il n'y avait à l'issue de ce cas aucun case to answer. L'argumentation des juges est à la fois détaillée et exhaustive et constitue une démonstration fondée en droit et en fait de la façon dont les juges ont compris la preuve du procureur. En outre, il ressort sans aucune ambiguïté de l'opinion du juge Tarfusser qu'il a entièrement adopté les conclusions juridiques et factuelles détaillées dans les motifs du juge Anderson, puisqu'il indique au paragraphe 1 de son opinion, qui est l'écriture 1263, et je cite, « Aux fins de la motivation de la décision de la majorité, je confirme souscrire aux conclusions de fait et de droit exposées dans les motifs du juge Anderson. » Fin de citation. Pourtant, le procureur, une fois encore, remet en cause l'intégrité professionnelle des juges, en suggérant, en disant dans son mémoire d'appel, que les juges n'auraient pas délibéré ensemble. Une telle attaque sans fondement sur le travail et l'éthique des juges est grave et ne saurait prospérer devant la chambre d'appel. Rappelons à ce sujet que les juges de la majorité ont procédé dans la présente affaire exactement de la même manière que l'ont fait les juges de la majorité dans l'affaire Routot, sans que le procureur n'y voie quoi que ce soit à redire à l'époque.
Dans Routot aussi, les deux juges de la majorité ont rendu deux opinions séparées. Le juge Eboe Osuji à l'époque, précisant dans son opinion souscrire entièrement aux conclusions de son collègue le juge Fremer. En définitive, il est frappant de constater que ce jugement de plus de 900 pages est le grand absent de l'appel du procureur. En effet, le procureur lui-même concède qu'il ne remet pas en cause le standard de preuve tel qu'il a été détaillé dans les motifs de la majorité. Mr. Jacob, so leave it there for now. Le président, Maître Jacob, je pense que vous pouvez vous en tenir à cela maintenant. Si vous me permettez 2 minutes de plus, j'ai parlé extrêmement lentement pour pouvoir assurer l'interprétation. Juste 2 minutes, ça va? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Juge président, 2 minutes, mais pas une de plus. Donc le procureur ne remet ni en cause le standard d'appel. Il faut être clair, il ne remet même pas en cause l'acquittement, puisqu'il indique au paragraphe 129 de son mémoire d'appel qu'il ne remet pas en cause les conclusions générales de la Chambre. C'est pourquoi, naturellement, il est incapable de démontrer que les erreurs qu'il allègue auraient eu le moindre impact sur la décision attaquée. Prétextant pour contourner le problème qu'il n'aurait pas à démontrer un tel impact. En conclusion, sur le premier moyen d'appel, le procureur cherche à faire annuler une décision d'acquittement qu'il ne remet pas en cause sur la base d'allégations d'erreurs qu'il est incapable de démontrer et qui, en tout état de cause, n'ont eu aucun impact sur la décision attaquée. Dans ces circonstances, la défense invite respectueusement la Chambre d'appel à rejeter le premier moyen d'appel du procureur. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup, Maître Jacob. Nous allons maintenant inviter un représentant de M. Gbagbo. Monsieur Blegoudé est dans la salle d'audience, je le vois bien. J'avais oublié d'évoquer cela tout à l'heure, mais je vous en prie, maître, allez-y. Thank you, Mr. President. Maître Knops, je m'appelle Alexander Knops, je représente Monsieur Blegoudé. Je vais brièvement cet après-midi faire un commentaire sur les 9 questions posées par la Chambre. En particulier, nous allons passer en revue les réponses aux observations de l'accusation. Alors d'abord, la question numéro 1. La Chambre de première instance, à notre avis, a fondé sa décision de manière correcte sur l'article 66.2 du statut. Il ne s'agit pas d'une décision formelle d'acquittement sur la base de la norme au-delà de tout doute raisonnable, article 74. L'accusation, dans ses réponses
à la Chambre le 22 mai fait valoir que la base juridique pour une décision en insuffisance de moyens à charge dépend de l'effet de cette décision. Nous répondons ce qui suit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. L'accusation et les représentants légaux des victimes ne contradisent pas la jurisprudence citée par la défense, en particulier dans les affaires Mbarushimana et Lubanga, qui va dans le sens de l'argument de la défense, selon lequel c'est la nature de la procédure conduisant à la décision elle-même et non pas le résultat ou l'effet de cette décision qui, en dernier lieu, détermine le régime applicable dans ce domaine. Je fais référence à la décision en appel du procureur le 19 décembre 2011. C'est une décision qui est également citée dans notre réponse à la défense, dans notre réponse de la part de la défense. La jurisprudence de la Chambre d'appel traite la question dans le contexte de l'article 82.1 du statut, en mettant en lumière les implications ou les effets d'une décision qui ne changent pas le caractère ou la nature de cette décision. Et plus spécifiquement, s'agissant de la question concrète en cause dans cette affaire, la Chambre a statué dans la décision Lubanga numéro 8 que la décision confirmant les charges n'octroie pas ou ne refuse pas la remise en liberté. Par conséquent, selon la Chambre, l'effet ou les implications d'une décision confirmant les charges ou ne confirmant pas les charges ne qualifient pas ou ne modifient pas le caractère de cette décision. En conséquence, la Chambre n'est pas en mesure de sous-tendre son appel avec l'article 82.1 du statut. Autre référence, la décision du 29 janvier 2017, le procureur contre M. Lubanga, paragraphes 15 à 16. Le fait que la Chambre ait octroyé ou ait fait droit à la requête en insuffisance de preuves et que cela a pu conduire à l'acquittement de M. Blé-Goudet, ça n'est pas décisif pour le régime juridique. Et cela ne change pas non plus le type ou la nature de la décision en tant que telle. Comme la Chambre d'appel l'a indiqué, cela ne dépend pas du résultat ultime. Comme nous le disons dans nos écritures, une décision finale après la clôture de l'affaire, sur la base de la norme de la preuve, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable, diffère fondamentalement d'une décision prise à mi-parcours au stade de la requête en insuffisance de preuve. Deuxième argument, pour réfuter les écritures de l'accusation et des représentants légaux, toutes les décisions dans le statut qui résultent dans une conviction ou un acquittement d'une personne et qui déclenchent le ne bis idem ne sont pas régies par l'article 74. Comme les décisions suivant une admission de culpabilité. Il s'agit d'une procédure unique dans le statut, la procédure conduisant à l'admission de la culpabilité, mais pour utiliser les termes mêmes de l'accusation, la procédure en insuffisance de moyens à charge est encore plus unique. Nous en arrivons maintenant à la question numéro 2 du questionnaire.
Est-ce que la décision en insuffisance de moyens à charge est une décision au terme de l'article 74? La réponse est non. La décision en insuffisance de moyens à preuve est prise à mi-parcours sur la base des éléments de preuve qui ont été présentés. C'est plutôt, cela se rapproche davantage d'une décision d'admission de culpabilité. Cependant, et c'est là la différence avec un acquittement formel, cela n'implique pas une évaluation par la Chambre de première instance de l'ensemble des éléments de preuve pour déterminer la culpabilité ou l'innocence au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, on ne saurait parler de l'ensemble de la procédure telle que le prévoit l'article 74.2 du statut. Et les commentaires que nous avons des universitaires que nous avons cités. Nous pouvons observer que Madame le juge Carbuccia Herrera, dans son opinion dissidente dans l'affaire Ruto et Sang, avait insisté sur le fait que la décision en insuffisance de moyens à charge est une décision à mi-parcours qui n'est pas régie par l'article 74 qui exige une norme de la preuve plus élevée. L'article 60, dans le paragraphe 67, la juge indique la chose suivante. De plus, l'élément subjectif ou mental doit être pris en considération. Il s'agit d'une décision à mi-parcours et non pas, Monsieur le Président, et non pas une décision en application de l'article 74 du statut qui exigerait une norme de la preuve plus élevée par rapport au mens rea. Par conséquent, le fait que le résultat de cette procédure peut être l'acquittement, cela ne déclenche pas le régime de l'article 74 qui avait pour but, par les rédacteurs du statut, de s'appliquer aux décisions finales par une chambre sur la base de l'ensemble des éléments de preuve et sur la base d'une norme élevée de la preuve. C'est également l'avis du juge Framer, paragraphe 1 de son opinion, où il indique que la base juridique pour une décision en insuffisance de moyens à charge, c'est l'article 64, 66 et 67 et non pas l'article 74. Nous passons maintenant aux questions 3 et 4 et l'interruption du président. Quel est le paragraphe de la décision que vous venez de citer dans l'arrêt Ruto et Sang? L'opinion du juge Framer, paragraphe 1, répond Monsieur Knops. Le président, merci. S'agissant des questions 3 et 4, la défense a déjà, de manière approfondie, développé sa réponse. Dans nos écritures, sur les réactions à cette question, nous limitons nos remarques aux observations suivantes. L'accusation, dans sa réponse aux questions de la Chambre, les représentants légaux des victimes également, il s'agit de la question 4C, indique que dans la jurisprudence Ntaganda, ils font mention de cette jurisprudence Ntaganda. Nous estimons que cela peut effectivement servir de guide, mais il faut tenir compte de la nature totalement différente, de la nature discrétionnaire de la procédure en insuffisance de moyens à charge, contrairement à la procédure conduisant à un jugement définitif. Cela existe également dans le régime du TPY.
La procédure en insuffisance de preuve en insuffisance de moyens à charge revient à la défense. Il y a également une distinction entre une décision prise en insuffisance de moyens à charge et une décision prise dans le cadre du régime 74. Comme pour les décisions sur l'admission de la culpabilité, les décisions à la suite d'une requête en insuffisance de moyens à charge relèvent d'un régime différent. Nous passons maintenant à la question numéro 5 et aux réponses données par les représentants légaux et l'accusation. Les représentants légaux parlent d'un droit pour les victimes à la justice. Nous répondons à cet égard que le droit des victimes à la vérité est bien soutenu par la décision en cause. La vérité est mieux desservie lorsqu'on ne prolonge pas des procédures, lorsque les éléments de preuve apportés par l'accusation après une enquête et un procès semblent être extraordinairement faibles. Les souffrances des victimes, qui sont bien reconnues par le juge Anderson dans le paragraphe 7 de son opinion, qui dit « L'acquittement de l'accusé ne doit pas être interprété d'aucune manière comme étant un déni de la souffrance des victimes pendant la crise post-électorale. Ces souffrances des victimes ne justifient aucunement la poursuite du procès contre Charles Blégoudet, en particulier lorsque la Cour a reconnu, comme dans l'affaire Katanga, décision du 13 mai 2008, paragraphe 36, la Cour reconnaît l'intérêt central des victimes à la recherche de la vérité et que cette justice ne peut être assurée si ceux qui ont commis effectivement les crimes ne sont pas déclarés coupables et que ceux qui n'ont pas... Et donc, ceux qui ont véritablement la responsabilité pénale peuvent continuer à commettre ces crimes. Vous avez émis une opinion différente, concordante, où vous citez Anthony Caramanza, ancien juge de la Cour pénale internationale, qui dit qu'il n'y a pas de droit endémique à une condamnation ou à un verdict de culpabilité. Le droit endémique, c'est un verdict juste. Et le droit des victimes à la réparation n'est pas un droit pertinent en l'occurrence. Il ne saurait y avoir de réparation fournie s'il y a une cause de l'accusation extraordinairement faible, qui n'aurait pas pu conduire à la condamnation de M. Blégoudet et donc à des réparations. Question numéro 6. La jurisprudence du TPY. L'accusation indique que les décisions du TPY rejetant les requêtes en insuffisance de moyens à charge ont été de manière habituelle traitées comme des décisions interlocutoires, ne pouvant faire l'objet d'un appel qu'après certification. Il n'y a pas de lacune dans le droit pour la CPI. Il y a deux voies possibles pour l'appel, y compris même pour les décisions qui ne sont pas prévues spécifiquement dans le statut, par exemple les décisions en insuffisance de moyens à charge, articles 81 et 82 du statut.
Question numéro 7. L'accusation, dans ses réponses à la Chambre, ne fournit aucun élément pour justifier que l'article 74.5 devrait être appliqué parce que dans son effet, c'est une décision finale. Pour ce qui est de la question 7, les arguments de l'accusation ne sont pas convaincants. À la lumière de tous les facteurs contraires qui soutiennent la position de la défense, montrant que l'article 74 ne s'applique pas aux décisions prises en insuffisance de moyens à charge. Je renvoie aux opinions du juge Framer et de la juge Herrera Carbucha. Donc, on ne doit pas se pencher uniquement sur l'effet d'une décision et appliquer par analogie l'article 74 parce que cela convient à l'accusation. Et même si nous devions suivre la position de l'accusation, on peut le rappeler à la Chambre et notre honorable collègue dans l'équipe de Gbagbo, la Chambre a clairement suivi les prescriptions de l'article 74.5 et cela n'a pas déclenché d'erreur. Question numéro 8. Monsieur le Président. Question numéro 8. Monsieur le Président, alors pour ce qui est de savoir si l'article 74.5 peut être appliqué ici, il n'empêche pas que soit rendue une décision orale avec des motifs présentés ultérieurement. Car pour être complète, une décision doit contenir, en application de l'article 74.5, l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre sur les preuves et les conclusions. Et nous avançons que c'est bel et bien ce qui s'est passé ici. Alors, en donnant la possibilité de rendre et de prononcer un résumé de la décision en audience publique, le texte sans équivoque de l'article 74.5 que l'accusation tient absolument à interpréter reconnaît au minimum qu'une dissociation spatiale et temporelle entre la décision orale et les motifs présentés par écrit est possible. Et lorsque le texte reste muet, pour ce qui est de l'ordre dans lequel ces deux actes doivent être exécutés, ainsi qu'au sujet du délai, la possibilité de prononcer un résumé en audience publique devrait être une indication, s'il en fut, qu'il n'est pas interdit aux chambres de première instance de la CPI de retarder la publication de leurs motifs. Et vous trouverez au paragraphe 72 de nos écritures des sources que nous citons à ce sujet, ICTR par exemple, ainsi que l'accusation dans son document, dans son mémoire d'appel, au paragraphe 31, fait référence à d'autres tribunaux nationaux, à d'autres procédures nationales, la procédure pénale allemande, par exemple, qui autorise les juges à séparer la décision du verdict, tout en assurant qu'au moment où le verdict est prononcé, il y a un résumé qui est lu. Deuxièmement, et je suis toujours en train de répondre ou de m'intéresser à la question numéro 8, l'accusation a indiqué dans sa réponse écrite qu'il existerait un risque d'avoir un raisonnement en fonction du résultat. Alors, Monsieur le Président, l'existence d'un tel risque, à savoir un raisonnement en fonction du résultat, si vous scindez la décision orale des motifs qui sont communiqués par la suite, ce risque potentiel, disais-je, n'a pas empêché d'autres tribunaux internationaux, tels que le TPIR, d'autoriser la Chambre à rendre des décisions orales avec communication ultérieure
postérieure des motifs. Et vous trouvez donc moult références dans nos écritures. L'accusation semble faire fi de la présomption d'intégrité des juges, comme cela a été indiqué dans la procédure contre Cunningham, qui d'ailleurs est citée par l'accusation, et il y a eu 25 mois entre le prononcé de la décision orale et les motifs écrits. Donc la Cour d'appel de Ontario a indiqué que les raisons pour présenter les motifs se trouvent reflétées dans le raisonnement, et ce, conformément au principe plus général d'intégrité des juges. Et cette présomption, à savoir l'intégrité des juges, s'applique et il revient à l'accusation de prouver que cette intégrité n'a pas existé. Et en l'espèce, l'accusation n'a apporté aucune preuve indiquant que les motifs écrits ont été une justification a posteriori de la décision. Et il faut savoir qu'il est absolument clair à la lecture de la décision que les juges de la majorité ne se sont pas trouvés dans la situation où ils seraient parvenus à une conclusion définitive, et pourtant qu'ils se seraient rendus compte par la suite que cette conclusion ne pouvait pas être défendue lorsqu'ils ont écrit leur opinion. Il y a de nombreuses déclarations dans l'opinion du juge Anderson, dans l'opinion du juge Tarfusser, qui ne laissent aucun doute au lecteur que l'issue de ce procès se fondait sur une conclusion manifeste et tout à fait tenable, qui n'a pas changé d'un iota depuis le 15 janvier 2019. Et vous trouverez dans notre réponse à l'accusation la note en bas de page 1, 2, 3, vous trouverez donc ces références qui indiquent très clairement qu'il n'y a eu aucun désaccord entre le juge Anderson et le juge Tarfusser à ce sujet. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau et qui devrait en fait ne pas être considéré car cela dépasse la portée de cet appel. Ce qui est de nouveau, c'est l'allégation de l'accusation, suivant laquelle la décision orale doit démontrer clairement que la décision motivée, écrite et complète était terminée au moment où elle a été rendue par la Chambre. Et donc, que ce qui suit, en fait, ne devrait être ou ne devrait correspondre qu'à un processus rédactionnel. Mais si vous prenez le document de l'accusation, le document d'appel de l'accusation, cet argument n'était absolument pas inclus dans les paragraphes 111 et 112. Cela est un argument qui ne se retrouve pas du tout dans ces paragraphes. Mais au cas où la Chambre venait à décider de prendre en considération ce nouvel argument de l'accusation, même s'il n'a jamais été soulevé auparavant, nous souhaiterions quand même indiquer rapidement que la jurisprudence citée par l'accusation n'était absolument pas cet argument et que bien au contraire, ils ont donné on pourrait donner de nombreux exemples contraires qui anéantirait cela. Vous avez l'affaire Bagosora, qui d'ailleurs a été citée par l'accusation. Et ce sont les paragraphes 23 à 25 qui sont cités dans la réponse de l'accusation. Mais c'est une affaire qui est tout à fait différente que celle qui nous occupe, car dans l'affaire Bagosora, la Chambre d'appel a essayé de déterminer si le juge Reddy, dont le mandat était arrivé à échéance entre le prononcé du résumé oral et les motifs écrits, s'était acquitté de son devoir judiciaire, et ce complètement avant l'échéance de son mandat. Le Président, il ne vous reste plus que 5 minutes. Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Donc, c'était tout à fait différent. Et puis, il y a d'autres affaires qui sont citées par l'accusation. L'affaire Teske, donc, et Cunningham, une affaire canadienne
Et puis, il y a également une affaire devant les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens qui sont tout à fait différentes. Il y a plusieurs autres exemples contraires que l'on pourrait donner et qui démontrent que parfois les chambres dans les tribunaux internationaux n'avaient pas, au moment où est prononcée la décision orale, terminé leurs écritures. L'exemple le plus important est le procureur contre Jelena Rasic, jugement écrit qui porte la date du 6 mars 2012, et le juge président annonce que les motifs écrits seront présentés par la suite. Et voici ce qu'a dit, je cite le compte-rendu d'audience. Très bien. Ce que nous allons faire en tant que Chambre, c'est que nous allons analyser la levée de la partie ex parte de ces documents et nous l'inclurons dans le jugement écrit qui sera communiqué après ou à partir de ce jugement oral. Donc, voilà, fin de la citation. Vous voyez donc qu'il y a des motifs qui ont été donnés oralement alors que les motifs présentés par écrit n'étaient pas encore disponibles. Et puis en dernier lieu, pour ce qui est toujours de la question 8, la représentation légale des victimes cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais cela n'était absolument pas leur argument, suivant lequel l'argument du moment où cela doit être présenté. Parce qu'en fait, ce dont il est question, c'est les motifs, ce qu'ils doivent contenir, donc la teneur des motifs, leur degré de précision. Donc cela n'est absolument pas comparable à notre affaire. Et puis, en dernier lieu, la question numéro 9, les faits matériels. Alors, premièrement, le critère a été constamment utilisé par la Chambre d'appel, car il appartient à l'appelant de démontrer qu'il y a eu des erreurs alléguées, même lorsqu'il s'agit d'erreurs de procédure, comme cela a été le cas dans l'affaire Bemba le 23 juin 2012. Et Madame Brady avait dit que lorsqu'il y avait vice de procédure, le critère devrait être plus flexible. La Chambre d'appel à la fois dans l'affaire contre M. Kony et contre M. Bemba, n'a pas fait la différence entre des erreurs de fond et des erreurs de procédure. Qui plus est, il faut savoir que dans l'affaire le procureur contre Njungolo, vous trouverez que c'est un critère qui a même été exacerbé dans des situations d'acquittement. J'en veux pour preuve ce qui a été dit le 7 avril 2012, paragraphe 284. Donc, il ne suffit pas que l'appelant établisse ou détermine qu'il y a eu une erreur. L'appelant doit non seulement énoncer l'erreur alléguée, mais doit également indiquer avec suffisamment de précision comment cette erreur aurait eu une incidence sur la décision. Donc, l'erreur ne peut pas être prise à la légère, et je pense par exemple à l'arrêt Njungolo, et vous trouvez également les mêmes exemples. La Cour suprême néerlandaise, par exemple, demande à l'appelant de démontrer que l'erreur a véritablement entaché sérieusement sa position. Il s'agit de l'article 359 du Code pénal néerlandais. Dans ce cas, ce matin, par exemple, l'accusation n'a pas véritablement identifié l'impact précis des erreurs de la décision, sur la décision, pardon. Alors que le procureur doit véritablement s'acquitter de cette tâche. Il n'a pas donné un seul exemple, mais s'est contenté de présenter des arguments suivant lesquels les erreurs alléguées étaient tellement fondamentales qu'elles auraient entaché sérieusement la procédure. Mais une fois de plus, nous n'avons pas eu d'explication, nous n'avons pas eu d'exemple pour ce qui était de l'effet sur la décision ultime. Et puis en dernier lieu, Monsieur
Monsieur le Président, l'accusation a l'intention de se reposer sur un critère moins haut et utilise votre opinion concordante dans son paragraphe 82 à 85 dans l'affaire Bemba, mais je dois dire que vous aviez reconnu à l'époque qu'il s'agissait d'une norme qui s'écartait du critère établi, mais même si nous devions appliquer ce critère, je dirais que l'accusation n'a pas montré que les erreurs alléguées ont sensiblement modifié ce qui se serait passé et l'accusation, elle n'a pas prouvé en fait que le jugement n'aurait pas été le même si les erreurs alléguées n'avaient pas été commises. Et puis deuxième opinion concordante de votre part, Monsieur le Président, il s'agit d'une personne condamnée qui interjette appel de sa condamnation. Alors bien entendu, nous avons, dans ce cas d'espèce, un appel interjeté par l'accusation, la différence étant qu'il revient à l'accusation de s'acquitter de la charge de la preuve et pour ce qui est de diminuer la norme de l'impact, cela ne peut absolument pas être justifié en faisant référence à votre opinion individuelle, car cette opinion individuelle faisait référence à la situation de l'accusé. Monsieur le Président, j'en ai ainsi terminé avec mes remarques. Je souhaiterais présenter une toute dernière observation, car l'accusation, ce matin, a posé une question et vous a demandé comment est-ce que la Chambre d'appel peut être sûre que la Chambre d'appel aurait acquitté les accusés si l'affaire aurait été jusqu'à son terme. Alors, Monsieur le Président, voilà quelle sera ma toute dernière remarque. La certitude absolue n'est pas requise et n'est certainement pas une condition qui permet de faire ce que l'accusation demande. Les juges doivent parfois se livrer à des suppositions hypothétiques et il y a parfois un certain degré d'incertitude que l'on trouve dans tout processus judiciaire. Mais là, il s'agit de savoir s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve qui auraient pu permettre à une chambre de première instance de prononcer une déclaration de culpabilité. Par conséquent, l'accusation nous dit que l'erreur matérielle, ce que dit l'accusation au sujet de l'erreur matérielle qui entache sérieusement la décision devrait être rejeté. Le Président, je vous remercie. Nous en avons terminé avec les interventions et les observations au sujet du premier moyen d'appel. Le Président, je constate que les interprètes ont travaillé un peu plus longtemps que le temps prévu. Je vous en présente mes excuses. Nous reprendrons demain avec une personne nouvelle, mais je donne la parole à l'accusation. Vous allez faire vos 30 premières minutes cet après-midi et vous poursuivrez demain. Priyana Rinan, je vais vous parler du moyen numéro 2. Une précision. Et ce sera peut-être un soulagement pour les interprètes. Je ne vais pas utiliser la totalité de mes 30 minutes. Je souhaitais le dire avant de commencer. Monsieur le Président, l'accusation a avancé deux erreurs distinctes mais liées entre elles.
sur ce moyen. La première erreur est une erreur juridique. La majorité a commis une erreur en droit en ne s'interrogeant pas sur la norme de la preuve à appliquer à la procédure. La deuxième erreur est une erreur de procédure. La majorité a commis une erreur de procédure lorsqu'elle a mené ses procédures en insuffisance de moyens à charge parce qu'elle n'a pas clairement établi une approche précise sur la manière dont elle évaluerait les éléments de preuve avant de le faire. Ces deux erreurs sont intervenues en 2018 et début 2019 lorsque la procédure en insuffisance de moyens à charge a commencé en cette affaire. Ces erreurs et leur impact se sont manifestés pour la première fois le 15 janvier 2019, lorsque les juges de la majorité ont acquitté par oral M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Et ces erreurs n'ont pas été corrigées par aucune explication fournie dans les motifs écrits au sujet de la norme de la preuve 6 mois plus tard. Pour quelle raison? Eh bien, parce que le 15 janvier 2019, les erreurs avaient fondamentalement entaché la procédure, semant le doute sur la décision d'acquittement. Monsieur le Président, il était trop tard pour corriger ou changer le cap dans les décisions, dans les raisons données par écrit. Le cheval proverbial s'était déjà emballé. Cet après-midi, je vais rapidement évoquer 3 questions qui découlent des réponses du 22 mai 2020 à vos questions, en particulier à la suite des écritures de la défense. Premièrement, quelle est la norme de la preuve pour une procédure d'insuffisance en moyens à charge? Question numéro 10. Deuxièmement, est-ce que les juges de la majorité ont commis une erreur en acquittant M. Gbagbo et M. Blé-Goudé lorsqu'ils étaient en désaccord fondamental sur cette norme de la preuve? Quel a été l'impact de cette erreur? Questions 14 et 16. Et puis, troisièmement, quelle norme, pour ce qui est du réexamen en appel, est-ce que vous devriez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, utiliser pour examiner notre deuxième moyen d'appel? Avant d'en arriver à cette première question, je voudrais apporter une précision en ce qui concerne le moyen 1 soulevé par M. Blé-Goudé. Nous n'avons pas très bien compris ce qui a été dit. Nous n'avons jamais soutenu qu'une procédure en insuffisance de moyens à charge ne devrait pas exister dans cette cour. Nous acceptons le prononcé de la Chambre d'appel en l'affaire Ntaganda. Je voudrais revenir à la première question. La norme de la preuve pour cette procédure en insuffisance de moyens à charge. Monsieur Blé-Goudé fait valoir pour la première fois dans ses écritures les plus récentes que chaque chambre de première instance devant cette Cour devrait pouvoir définir sa norme lorsqu'il s'agit de mener les procédures. Eh bien, ça n'est tout simplement pas possible. Il ne devrait y avoir qu'une seule norme de la preuve régissant de telles procédures d'une chambre de première instance à l'autre. Cela ne devrait pas varier d'une chambre à l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que la norme de la preuve est bien la loupe par le biais de laquelle une chambre évalue les éléments de preuve. Même si les éléments de preuve diffèrent d'une affaire à l'autre, la loupe, la lunette avec laquelle on les regarde doit rester la même. Ceci garantit que toutes les procédures devant cette Cour sont orientées par les mêmes règles fondamentales, restent prévisibles pour les parties, les victimes et la communauté de la justice internationale. Toutes les affaires devant la Cour, toutes les accusés, quelles que soient les charges, sont jugées selon les mêmes circonstances fondamentales dans toute la mesure du possible. Ce principe s'applique pour la condamnation au procès. Toutes les chambres doivent appliquer la même norme de la preuve
preuve pour la condamnation, article 66.3 du statut, c'est-à-dire au-delà de tout doute raisonnable. Le même principe s'applique au moment de la confirmation des charges. Toutes les chambres doivent suivre la norme de la preuve évoquée à l'article 61.7. Dans ce sens, une procédure en insuffisance de moyens à charge n'est pas différente. Comme à la confirmation ou lors du jugement final, les chambres doivent examiner si les éléments de preuve sont suffisants à cet effet. Il faut que les chambres utilisent la même norme de la preuve pour évaluer les éléments de preuve, même si éventuellement les chambres ont adopté des régimes différents pour l'admission et la présentation des preuves. Il y a de nombreux exemples en ce qui concerne la préparation des témoins ou la manière d'interroger les témoins. Une chambre peut, de manière légitime, exercer son pouvoir discrétionnel d'adopter la pratique de la familiarisation des témoins ou au contraire, non. De la même façon, une chambre peut, de manière légitime, exercer son pouvoir discrétionnaire d'adopter une procédure en insuffisance de moyens à charge ou pas. Mais une fois que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé et qu'il a été tranché, en droit, il faut qu'il y ait la même norme de la preuve uniforme. Et quelle devrait être cette norme de la preuve en matière de procédure en insuffisance de moyens à charge devant cette Cour? La norme exprimée dans la décision numéro 5 Ruto & Sang, lue dans le contexte de la Cour, où, contrairement à ce qui se passe dans le contexte du common law, des juges professionnels jugent également les faits. En d'autres termes, lorsqu'il y a des éléments de preuve suffisants présentés pour qu'une chambre de première instance raisonnable puisse condamner l'accusé. Must be based on the following three principles. First, the emphasis at the halftime stage is on the phrase could convict or could reasonably convict and not on would convict. Assessing guilt or applying the standard of beyond reasonable doubt is irrelevant at this stage. On this point, we note that Mr. Begudé's submissions, some of which ask the Chamber to assess guilt prematurely at the halftime stage, are internally inconsistent. If a Chamber cannot convict, but only acquit at the halftime stage, and this is correct in our view, then the notion of beyond reasonable doubt upon which a conviction rests is also irrelevant at this stage. I am sorry to interrupt you. We seem to have a problem with the French interpretation. Je m'excuse de vous interrompre, mais il semblerait que nous ayons un problème avec l'interprétation française. Vous entendez l'interprétation française? Est-ce que vous entendez l'interprétation française? Monsieur le Président, avec votre permission, je vais répondre à Madame l'interprète. Je viens d'entendre votre question, mais pendant quelques minutes, française, et quelques minutes qui se sont passées juste avant que vous interveniez. Je ne pourrais pas vous donner la durée exacte, mais ça a été un assez long moment sans interprétation française. Le président, Maître Altit, est-ce que vous pourriez nous prêter main forte? Est-ce que vous vous souvenez de la dernière chose ou des derniers éléments que vous avez entendus? Monsieur le Président, c'est une question très difficile parce que je suivais le fil du raisonnement. Non, je crois que je vous dirais des bêtises.
Disons que les 5 dernières minutes, c'était pas si long, mais ça a paru bien évidemment assez long. Disons que les 5 dernières minutes, probablement et grossièrement, n'ont pas été traduites. Le président, voilà ce que nous allons faire. Madame Narayanan, vous m'entendez? Madame Narayanan, oui, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que je peux dire que ce que vous nous dites correspond plus ou moins à ce que vous aviez indiqué dans vos réponses? Madame Narayanan, oui, tout à fait, Monsieur le Président, bien que nous ayons étoffé certains éléments. Mais les réponses que nous avons écrites sont très utiles également. One second. Le Président, une seconde. Le Président, Maître Altit, est-ce que l'interprétation suit maintenant? Est-ce que vous entendez l'interprète maintenant? Je l'entends, Monsieur le Président. Le Président, fort bien. Alors, Madame Narayanan, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez peut-être repartir en arrière? Bon, à vous d'en décider. Mais je ne sais pas. Reprenez ce que vous disiez il y a 5 minutes à peu près. Madame Narayanan, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais reprendre à ce que je disais au sujet de la norme applicable aux procédures en insuffisance des moyens à charge. Je pense que cela devrait plus ou moins correspondre à ce que je disais. Alors, je parlais des procédures de confirmation et je disais donc que la procédure en insuffisance des moyens à charge n'est pas différente et les chambres doivent utiliser les mêmes normes de preuve pour évaluer les éléments de preuve, même si elles ont adopté le régime admission ou le régime présentation des éléments de preuve. Les exemples fournis par M. Blégoudet ne montrent pas le contraire. Tout comme une chambre peut en toute légitimité exercer son pouvoir discrétionnaire pour adopter la pratique de préparation des témoins ou pas. De même, une chambre peut en toute légitimité exercer son pouvoir discrétionnaire pour adopter une procédure pour insuffisance des moyens à charge ou pas. Mais une fois qu'ils ont exercé leur pouvoir discrétionnaire et qu'ils ont décidé de le faire, ils doivent en fait adopter la même norme de preuve. Et qu'est-ce qu'elle devrait être, cette norme? Vous avez la norme exprimée dans la décision numéro 5 dans l'affaire Routot et Sang, qui a été lue dans le contexte de la Cour. Et là, il s'agit en fait de savoir que les juges professionnels sont également les juges du fait. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe suffisamment d'éléments de preuve qui ont été présentés et qui, si acceptés, permettront à une chambre de première instance raisonnable de condamner l'accusé. Alors, Madame, Messieurs les juges, la norme applicable aux procédures en insuffisance des moyens à charge doit se baser sur 3 principes qui sont comme suit. Premièrement, l'accent doit être mis, à mi-parcours du procès, sur la formule « pourrait condamner » ou « pourrait raisonnablement condamner » et non pas « condamnerait ». L'évaluation de la culpabilité ou l'application de la norme au-delà de tout doute raisonnable n'a pas sa pertinence dans cette étape. Et à cet égard, nous prenons bonne note des écritures de M. Blégoudet, dont certaines d'ailleurs demandent à la Chambre d'évaluer la culpabilité prématurément à mi-parcours et qui présentent des incohérences internes. Car si une Chambre n'est pas en mesure de prononcer une déclaration de culpabilité, mais ne peut qu'acquitter, ce qui nous semble exact, alors la notion de au-delà de tout doute raisonnable sur laquelle repose
suppose une déclaration de condamnation n'a pas non plus sa pertinence. La norme pour insuffisance pour moyen de charge utilise la formule pourrait condamner pour prévoir ce qu'une chambre raisonnable pourrait faire dans ces circonstances, mais cela ne signifie pas que la norme de preuve pour condamner doit entièrement être importée à mi-parcours. Deuxièmement, à cette étape, la thèse de l'accusation doit être appréciée au plus haut. Qu'est-ce que cela signifie? La Chambre ne peut pas se permettre de choisir parmi les éléments de preuve qui doivent être évalués dans leur globalité. Alors, il est impératif d'apprécier au plus haut la thèse de l'accusation à mi-parcours. Et c'est une obligation de procédure. Mais en avançant qu'une chambre ne doit pas apprécier la thèse de l'accusation au plus haut, en disant cela, M. Blégoudet fait l'amalgame entre cette obligation de procédure et une obligation de résultat. Et ce n'est que lorsque la chambre apprécie l'affaire au plus haut qu'elle peut déterminer si l'affaire doit aller de l'avant ou si elle est si faible que ça, qu'on doit y mettre un terme. Troisièmement, en principe, une chambre ne doit pas statuer de façon exhaustive au sujet de questions de crédibilité et de fiabilité à mi-parcours. Mais nous savons que dans des circonstances exceptionnelles, bien entendu, une chambre peut apprécier la solidité d'une affaire ainsi que des questions de crédibilité et de fiabilité, notamment lorsque les éléments de preuve ne sont pas fiables ou lorsque la thèse de l'accusation s'est complètement écroulée. Nous acceptons que les juges professionnels peuvent tout à fait se faire leurs propres impressions des témoins lorsqu'ils les entendent ou lorsque d'autres éléments de preuve leur sont présentés. Toutefois, pour respecter l'objectif de la procédure insuffisance des moyens à charge, il est absolument essentiel que la Chambre ne se prononce pas ou ne s'exprime pas sur des questions relatives à la solidité de l'affaire, car agir différemment risquerait de préjuger l'affaire à mi-parcours si jamais l'affaire devait aller de l'avant. L'autre risque étant que la Chambre ne serait pas autorisée à continuer à connaître de l'affaire si cette affaire est terminée, mais si cette décision est annulée en appel. Pour aborder maintenant la deuxième question, le désaccord au sein de la majorité et l'ambiguïté pour ce qui est de la norme de la preuve ainsi que leur impact sur la décision d'acquittement. Tout le monde, y compris la défense, s'accorde à dire qu'en principe, les juges doivent être absolument éclairés quant à la norme de la preuve pertinente qu'ils appliquent et lorsqu'ils l'appliquent. Mais la défense a essayé d'expliquer les événements de cette affaire comme étant le résultat d'un compromis judiciaire sain. Nous sommes d'avis qu'un compromis judiciaire viable entre deux juges existe lorsque ces deux juges se mettent d'accord sur des éléments fondamentaux relatifs à des questions essentielles, notamment la norme de la preuve, bien qu'ils puissent par la suite choisir d'exprimer leur désaccord de façon toute légitime ou de trouver une solution de compromis. Pour d'autres questions, par exemple, dans Routo et Sang, tous les juges ont marqué leur accord et été d'accord pour avoir une procédure pour insuffisance de moyens à charge. Cela n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Ils étaient également d'accord sur le critère pourrait condamner à mi-parcours, même s'ils se sont exprimés de façon différente sur la façon d'interpréter au mieux ce critère. De même, bien que le juge Framer sembla favoriser un acquittement ou être d'accord avec un acquittement, il a accepté l'annulation des charges proposées par M. le juge Ebo et Osuji, mais un compromis judiciaire de cette nature ne se retrouve absolument pas dans l'affaire Gbagbo et Blégoudet. La majorité a exprimé des différences au sujet de questions fondamentales telles que la norme de la preuve. Ils se sont demandé si une norme de la preuve était nécessaire. Et nous le voyons de deux façons, au moins. Premièrement, l'un des juges de la majorité, le juge Tarfusser, n'a pas considéré qu'il était nécessaire d'être clair au sujet de la norme de la preuve, étant donné qu'à son avis, il n'y avait aucun élément de preuve qui exigeait que l'affaire passe à la phase de la présentation des moyens à décharge.
il semblait au départ que M. Blégoudet avait le même point de vue, alors qu'il avait au départ déclaré qu'il fallait absolument être clair. Mais c'est une façon que de mettre la charrue avant les bœufs, car on ne peut pas déterminer qu'il n'y a pas d'éléments de preuve à la fin de la présentation des moyens à charge sans pour autant d'abord préciser quelles normes de la preuve s'appliqueraient si effectivement il y avait des éléments de preuve. Deuxièmement, la majorité n'a jamais présenté de front uni au sujet de la norme de la preuve qu'ils allaient appliquer. Bien qu'en février 2018, la Chambre ait demandé des requêtes pour insuffisance de moyens à charge, en prenant apparemment pour modèle l'approche adoptée dans Ruto-Sang, en juin 2018, le juge Tarfusser semblait exprimer un point de vue différent lorsqu'il a précisé qu'il ne suivait pas du tout la norme ou l'approche retenue dans l'affaire Ruto-Sang. Mais il n'a pas dit quelles étaient les normes et approches qui allaient être appliquées. 7 mois plus tard, lorsque la majorité a acquitté les deux hommes le 15 janvier 2019, la majorité a dit que l'accusation ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve qui pèse sur elle, selon la norme de la preuve requise par l'article 66. Mais une fois de plus, ils n'ont pas fait référence à une norme de la preuve qu'ils avaient utilisée pour évaluer les éléments de preuve. Le lendemain, à savoir le 16 janvier 2019, le juge Tarfusser a déclaré que la majorité n'avait pas appliqué la norme au-delà de tout doute raisonnable. 6 mois plus tard, à savoir le 16 juillet 2019, et pour la première fois de cette procédure, le juge Anderson a expliqué que la décision numéro 5 dans Ruto et Sang, pour ce qui était de la norme de la preuve, était celle qu'il avait utilisée. Mais parallèlement, toutefois, dans son opinion séparée, le juge Tarfusser a continué à exprimer son point de vue, à savoir que la Chambre n'avait pas répété le modèle dans Ruto et Sang. Et il a maintenu son point de vue en disant que cela n'était pas nécessaire et que l'article 66.3 était la seule façon de mettre un terme à une affaire. Donc en fait, Madame, Messieurs les juges, il semble que les juges de la majorité ont utilisé deux normes de la preuve différentes. Dans un premier temps, la norme retenue pour la requête insuffisance de moyens à charge dans Ruto et Sang, et l'autre apparemment l'article 66.3, à savoir la norme au-delà de tout doute raisonnable pour évaluer les éléments de preuve. Comment alors est-ce que leur évaluation des éléments de preuve peut être considérée comme conjointe, à savoir faisant l'objet d'une décision, sans même parler de la fiabilité de tout cela? En fait, c'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui souhaite vous conduire dans une ville où il y a énormément de circulation, sur une autoroute, en pleine nuit, avec beaucoup de circulation et en utilisant les pleins phares. Mais plutôt, mais cette personne ne peut pas voir bien, donc elle utilise une paire de lunettes avec le côté droit qui est adapté à la myopie et le côté gauche qui est adapté à la presbytie. Est-ce que vous vous senteriez véritablement en confiance avec une personne qui conduirait de la sorte? Et c'est là, justement, que réside l'impact des erreurs de la majorité. Le président, faites attention avec vos exemples. Vous avez encore besoin de combien de temps? Madame Narayanan, quelques minutes. Je devrais en avoir terminé en 5 minutes. Madame Narayanan, excusez-moi, Monsieur le Président, 5 minutes, est-ce que vous me les accordez? Le Président, oui, poursuivez. Madame Narayanan, la majorité a pris une mesure importante lorsqu'elle a acquitté ces deux hommes des charges graves qui leur étaient reprochées sans avoir adopté clairement une approche ou une norme de la preuve appropriée, ce qui a abouti
et cela peut être vu d'ailleurs, à une évaluation erronée des éléments de preuve. Lorsqu'il y a vice du processus, la décision est viciée également. Et cette décision d'acquittement ne peut pas du tout être considérée comme fiable ou on ne peut pas dire qu'elle est aboutie à une issue juridique valable. J'en arrive à mon troisième et dernier point, la norme de l'examen en appel pour le second moyen d'appel. Étant donné que les erreurs sont fondamentalement juridiques et sont des erreurs de procédure, nous vous demandons de les évaluer en ce sens. Les 6 exemples qui ont été donnés représentent un aspect de ce moyen pour démontrer des erreurs et des vices de procédure plus importants. Et cela peut être révélé de 2 façons différentes en application de la norme d'examen de procédure. Même si les 6 exemples des constatations factuelles étaient considérées comme des erreurs mini-factuelles, c'est notre deuxième approche, nous avons démontré leur caractère peu raisonnable et elles ne méritent pas déférence lorsque la déférence est appliquée soit à mi-parcours ou soit à la fin. Et en dernier lieu, Monsieur le Président, l'accusation qui est l'appelant a tout à fait le droit de présenter dans le cadre d'un appel la nature des erreurs qu'elle veut choisir. Et nous avons choisi un appel juridique et procédural et non pas factuel. Contrairement à ce qui était avancé par la défense, l'accusation n'était absolument pas obligée de présenter un appel factuel et de démontrer que la décision ultime de la majorité était peu raisonnable. Et en aucune circonstance, et cela suit tout à fait le point de vue adopté par les tribunaux ad hoc, est-ce que l'accusation doit véritablement éliminer tous les doutes relatifs à la culpabilité de la personne dans un appel à mi-parcours? Imposer cette charge à l'accusation dans un appel tel que celui-ci n'est pas logique, parce que contrairement à un appel qui est interjeté à la fin de la présentation de moyens à décharge, aucune chambre de première instance n'a prononcé une déclaration de culpabilité ou n'a tiré de conclusion et de ce fait ne peut pas le faire. La décision de Ngudjulo sur laquelle s'appuie M. Blegoudé est une décision au sujet d'erreurs factuelles. Il s'agit d'une décision d'acquittement prononcée à la fin de la présentation des moyens à décharge. Nous n'alléguons pas et nous ne sommes pas revenus sur les erreurs factuelles et notre appel n'a pas été interjeté à la fin de la présentation des moyens à décharge, mais plutôt à mi-parcours. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie, Madame Narayanan, et vous... Nous interrompons pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain et nous commencerons par le Conseil représentant les victimes. Je lève la séance. Veuillez vous lever.